Will était un échec qui est mort dans le monde normal, cependant, comme il est un protagoniste d'anime, sa vie ne s'est pas arrêtée là. Il s'est réincarné dans un nouveau monde de magie et de fantaisie, où il a été élevé par un groupe de 3 démons très particuliers. Cependant, au début de l'anime, nous voyons la première version de Will, où il était une personne ordinaire vivant dans le Japon moderne. Jusqu'à ce que, soudainement, il finisse par perdre la vie et, après cela, il est transporté dans un autre monde, où il se retrouve entouré de 3 démons dans ce qui semble être un temple abandonné. Au début, Will avait tellement peur des démons qu'il pleurait même. Il pensait qu'après sa mort, il avait été envoyé en enfer. Mais il découvrit bientôt que ces démons n'avaient aucune intention de lui faire du mal. Bien au contraire, les monstres créent Will, et il commence alors rapidement à comprendre leur langue. Après tout, dans ce monde, Will gardait son esprit d'homme adulte. Will a passé une grande partie de ses journées coincé dans ce temple. Jusqu'au jour où une fille démon nommée Marie a décidé de l'éliminer. Et à ce moment-là, pour la première fois depuis longtemps, Will est surpris de voir tant de beauté dans ce monde. Il devient même émotif et pense que Dieu lui a donné une seconde chance de recommencer sa vie. Dans ce monde, Will a à ses côtés, en plus de la fille démon nommée Marie, 2 autres démons avec lesquels il vit. Le premier d'entre eux s'appelle Auguste. Et c'est un fantôme sarcastique et cupide qui était l'un des plus grands sorciers du monde de son vivant. Augustus enseigne à Will la mythologie du monde dans lequel il se trouve et comment lancer des sorts en utilisant uniquement des mots de création. En plus de Marie et Augustus, Will est également élevé par un autre démon nommé Blood, qui est un puissant guerrier squelette qui ressemble au père de Will dans ce monde. Blood, en fait, est celui qui entraîne Will pour qu'il devienne un grand guerrier et aussi une grande personne. Au fil du temps, Will s'habitue à sa famille démoniaque et commence à avoir une vie très heureuse avec eux. Il se rend compte que sa famille lui cache plusieurs secrets, mais il ne pose aucune question à ce sujet, car il garde également secrète sa vie antérieure. Après quelques années d'entraînement avec ses parents, on voit qu'un jour Blood et Augustus disent à Will qu'il est désormais assez fort pour avoir une véritable expérience de combat. Augustus dit alors que Will doit se préparer à affronter Blood. Et avant même que Will puisse accepter le duel, Blood commence à l'attaquer. Mais heureusement, Will a d'excellents réflexes et parvient donc à esquiver l'attaque de Blood juste à temps. Mais le squelette n'abandonne pas après cela et commence alors à poursuivre Will, qui utilise un sort d'accélération pour s'éloigner de lui. De plus, Will crée également une flaque d'eau sur le chemin entre eux, sur laquelle même Blood finit par glisser de manière comique. Et donc, avant que Blood ne puisse récupérer, Will utilise rapidement un sort de toile d'araignée pour le piéger. Mais cela n'a pas servi à grand-chose, car Blood a réussi à se libérer de cette toile avec un seul de ses coups. Même si ses compétences de combat s'amélioraient rapidement, il y avait encore beaucoup de choses dans ce monde que Will ne connaissait pas. Et ainsi, un jour après son retour de formation, Will finit par se faufiler dans le temple pendant que Marie prie. Et la vérité est que Will n'avait pas le droit de voir Marie prier. Cependant, étant très curieux, il décida qu'il voulait espionner Marie. Et quand il le fait, il est surpris de voir que Marie est complètement entourée de flammes. Désespéré de voir cela, il court vers elle. Il attrape Marie et tente de la sortir des flammes tout en appelant à l'aide. Bientôt, ses bras commencent à brûler et il tombe soudainement inconscient. Quelque temps plus tard, Will se réveille dans sa chambre et se rend compte que les 3 démons sont là avec lui. Quand elle se rend compte que le garçon s'est réveillé, Marie se met à pleurer de joie. Et bientôt, Will commence à s'excuser auprès d'elle d'être trop curieux. Marie accepte alors les excuses de Will et lui explique que les 3 démons étaient autrefois des humains. Mais lorsqu'ils moururent, leurs émotions étaient si fortes qu'ils ne permirent pas à leurs âmes de connaître un passage paisible. À cause de cela, ils ont signé un accord avec le dieu de la mort afin qu'ils restent dans ce monde en tant que démons. Et elle explique que parce qu'ils étaient devenus des démons et avaient brisé l'ordre naturel, cela faisait d'eux des ennemis de Maté, qui était la déesse de la terre et de la vie de ce monde. Et c'est pourquoi Marie s'est enflammée lorsqu'elle a prié. Après avoir entendu cette explication, Will demande à Marie de le laisser prier avec elle la prochaine fois. Parce qu'il veut savoir ce qu'elle ressent quand elle fait ça. 5 ans se sont écoulés depuis l'incident avec Marie. Will avait déjà 13 ans. Et il priait les dieux sans arrêt. Il était même devenu capable de méditer devant eux pendant 5 jours d'affilée. Cela sans qu'il ait besoin de se reposer ou de manger quoi que ce soit. Beaucoup de choses ont changé au cours de cette période et les leçons de Will avec Augustus deviennent de plus en plus difficiles. Mais comme Will est extrêmement curieux, il essaie d'apprendre tout ce qu'il peut autant que possible. Pendant ce temps, Will a également continué son entraînement avec Blood.
Et puis, un jour, Blood demande à Will de tester son véritable pouvoir en combattant un démon qu'il avait capturé. La perspective de s'engager dans une véritable bataille rend Will très anxieux. Cependant, lorsque le combat commence, Will parvient à vaincre le démon avec un seul de ses coups. Ce qui laisse Blood très surpris. Will s'en rend compte et commence à se vanter en disant qu'il doit être un génie. Alors, Blood, après réflexion, dit à Will qu'il est probablement temps pour lui de vivre une véritable expérience. Il emmène ensuite Will dans une ville abandonnée. Et il explique à Will qu'il y a quelques décennies, cette ville était très prospère. Et de nombreux nains et aussi des humains y vivaient. Cependant, après une catastrophe, la population entière a été anéantie. Et maintenant, seuls des démons morts-vivants vivaient là. Après avoir expliqué ces choses, Blood emmène Will dans un tunnel. Et il dit à Will que son défi sera de survivre seul là-bas. Et avant même que Will puisse dire quoi que ce soit, Blood éteint la lumière et disparaît tout simplement. Au début, Will se demande ce qu'il devrait faire. Cependant, il commence par utiliser ses capacités magiques pour créer de la lumière. Quelques instants plus tard, Will est coincé par des squelettes morts-vivants. Cependant, il peut facilement les détruire. Après cela, il continue d'avancer jusqu'à ce qu'il voit un démon qui semble être beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que les précédents. Le démon tient une lance. Et au début, cela laisse Will assez effrayé. Mais bientôt, il commence à se demander ce que Blood ferait dans cette situation. Et il arrive à la conclusion que Blood ne fuirait jamais ce duel. Pensant honorer son maître, Will passe à l'attaque en essayant de frapper le monstre de plein fouet. Cependant, le démon parvient à être plus agile et en plus d'esquiver l'attaque de Will, il le contre-attaque avec un sort. Will est très surpris par cela. Mais grâce à son instinct de combat, il parvient à annuler la magie du monstre et profite de la situation pour le frapper à la tête. Malheureusement pour Will, son épée se brise dans le processus. Mais ce coup avait suffi à vaincre le monstre. Pensant qu'il serait dangereux de rester dans un endroit comme celui-là sans armes, Will décide de prendre la lance qui appartenait au démon pour lui-même. Et il découvre ainsi que la lance était une arme magique fabriquée par des nains. Will passe ensuite à autre chose et sent qu'il est proche d'une sortie. Jusqu'à ce qu'il sente soudain une présence sinistre s'approcher de lui par derrière. Et quand il se retourne, il trouve Auguste juste devant lui. Will demande alors au fantôme ce qu'il faisait là. Mais Augustus ne répond pas à cette question et reste simplement pensif tandis qu'il regarde Will. Will commence à trouver toute la situation très étrange et soudain un frisson envahit son corps. Et puis Augustus crée un golem de pierre qui commence à attaquer Will. Cependant, Will, avec ses grands réflexes, parvient à esquiver le golem. Et puis il achève la créature sans trop de difficultés. Cependant, Augustus ne s'arrête pas là et il continue d'attaquer Will, cette fois en lui lançant des pierres. Will court tout en esquivant les rochers et en chantant plusieurs sorts que Gus essayait d'utiliser contre lui. Mais Auguste décide une fois de plus d'augmenter la difficulté. Et ainsi il commence à lancer plusieurs sorts en même temps contre Will. Et maintenant, pour la première fois, le garçon ne sait pas comment y faire face. Au milieu de tant de coups, Will finit par trébucher. Et quand il lève les yeux, il voit que Gus se prépare pour une autre attaque. Maintenant, Will est complètement désespéré et il pense qu'il va mourir une fois de plus. Jusqu'à ce qu'il ferme les yeux et rassemble son courage, décidant que si nécessaire, il mettrait fin à Auguste pour survivre. Will saisit alors sa lance et passe à l'attaque, prêt à en finir avec Augustus. Cependant, alors qu'il est sur le point de porter le coup final, le corps de Will se fige. Il laisse tomber sa lance et dit à Auguste qu'il ne voudrait pas le tuer. Et il dit qu'il préférerait perdre sa vie plutôt que de blesser quelqu'un qu'il aime et respecte tant. Will commence à pleurer après avoir dit ces mots. Et bientôt, l'apparence d'Auguste change complètement, le faisant ressembler au grand-père mignon qu'il était avant. Augustus s'excuse ensuite auprès de Will d'être allé si loin dans cet entraînement. En entendant cela, Will est soulagé de savoir qu'Augustus ne voulait pas vraiment le tuer. Cependant, il devient méfiant, sentant que ce n'était pas n'importe quelle leçon. Il sentait qu'Auguste lui cachait définitivement quelque chose. Puis ils sortent ensemble du cachot. Ils rentrent ensuite tous les deux chez eux où Will décide de garder secret ce qui s'est passé entre lui et Augustus auprès de Mary et Blood. Plus tard, Augustus enseigne à Will quelques tours de lance. Cela montre comment cette lance a été enchantée. Il était capable d'émettre de la lumière et pouvait également se raccourcir ou s'agrandir. Après ce jour, Will commence à se rendre régulièrement dans les donjons de la ville abandonnée.
Et maintenant, il est capable de gérer presque tous les monstres avec une grande facilité. De plus, chaque fois qu'il trouve quelque chose qu'il croit avoir de la valeur, il collectionne ce qu'il peut. Augustus a également exigé moins de Will lors de l'entraînement car il estime que Will a déjà suffisamment appris de lui. Et puis un jour, Augustus appelle Will dans sa chambre la nuit. Et il dit à Will qu'avant ses 15 ans, Blood le défierait probablement dans un duel sérieux. Et après avoir dit cela, Augustus fait une demande très particulière à Will. Il dit qu'il veut que Will perde le duel contre Blood d'une manière que Blood ne remarquera pas. Will ne comprend rien, mais Augustus lui dit qu'il ne peut toujours pas donner plus de détails à Will. Mais maintenant, Will est fatigué d'avoir l'impression que son grand-père lui cache des secrets. Et il décide que s'il ne lui dit pas ce qui se passe, il ne l'aidera pas non plus. À cause de cela, Will passe les prochains mois à entraîner son corps jusqu'à ses limites. Jusqu'à ce que finalement le jour du duel arrive et maintenant le sang l'attend. Lorsque la bataille commence, ils dégainent tous les deux leurs épées et Blood commence à attaquer Will avec une rafale de coups rapides. Will se rend compte que Blood se bat vraiment sérieusement et au début, il ne peut qu'essayer de bloquer les attaques de son père. Bientôt Will est repoussé. Mais il charge alors directement sur Blood. Il esquive son épée pour prendre de l'élan pour sauter et essayer de l'attaquer à la poitrine. Cela fait tomber le sang vers l'arrière. Et même surpris par cette attaque imprévisible, Blood reste ferme et jette Will au loin. Frapper les côtes du squelette avec l'épée. À ce moment-là, Blood force Will à accepter sa défaite en pointant une autre épée sur lui. Mary s'implique alors et court vers Will. Elle lui demande s'il va bien et commence à crier sur Blood en disant qu'il lui a promis qu'il ne ferait pas de mal à Will. Et après que Mary ait bien réprimandé Blood, les trois s'assoient ensemble. Et Blood dit à Will qu'il s'en est très bien sorti dans le duel. Mais une fois de plus, il renforce le fait que Will n'a pas pu le vaincre. Will le reconnaît et montre sa gratitude envers Blood et Mary, les appelant tous deux mère et père. Ils sont tous les deux extrêmement heureux d'entendre cela. Et Blood dit alors à Will qu'il n'a pas encore de technique spéciale qu'il peut lui enseigner. Cependant, il présente à Will une épée violette, disant que l'épée est l'une des lames démoniaques les plus puissantes qui existent. Will dit qu'il ne mérite pas ça puisqu'il n'a même pas gagné le combat. Cependant, Blood insiste pour qu'il prenne la lame, disant que c'était la marque de l'indépendance de Will. Blood ajoute en disant à Will que l'épée était une lame dévorante et que même les dieux la craignaient. Le sang révèle alors que cette épée avait un bonus très spécifique. Cette lame avait la capacité de voler la vie de quiconque elle frappait. C'est-à-dire qu'en l'utilisant, Will pouvait se soigner à chaque fois qu'il blessait un ennemi avec son épée. Mais Blood révèle également que l'épée avait aussi des inconvénients. Et il dit que plus quelqu'un l'utilisait, plus il devenait dépendant. Will écoute tout cela très attentivement et promet d'être prudent lorsqu'il utilise l'épée. Alors Mary et Blood décident de lui révéler les secrets qu'ils lui ont cachés pendant tout ce temps. Et ils expliquent qu'il y a longtemps, tous les seigneurs démons s'étaient rassemblés pour conquérir le monde. Et ils étaient dirigés par un démon extrêmement puissant, qui possédait l'incroyable capacité de créer des soldats et des généraux démoniaques à partir de son propre sang et de sa propre chair. Et ce puissant seigneur était connu parmi les démons comme le Grand Roi. Et à cause de cette capacité, il se blessait souvent volontairement afin de créer une armée de démons. Cependant, avec les pouvoirs de cette épée, il pourrait alors blesser d'autres personnes afin de se guérir. Avec ces deux capacités combinées, le grand roi démon a conquis tout le continent. Et la première ville qu'il a conquise et détruite était précisément la ville où il s'entraînait. Mais il commente également que lorsque le continent était sur le point d'être complètement dominé par le roi démon, le légendaire sorcier Augustus est apparu avec un grand plan pour le vaincre. Et ainsi, avec l'aide du légendaire guerrier Blood, et aussi avec l'aide de la prêtresse Mary, il prévoyait de se faufiler dans la ville du grand roi afin de lui voler la lame démoniaque. Parce que de cette façon, il ne pourrait plus guérir. Et avec ça, il pourrait enfin avoir une chance de le vaincre. Cependant, leur plan échoua car lorsqu'ils atteignirent finalement le grand roi, il finit par se transformer en un démon gigantesque. Et en plus, il était un épéiste aussi incroyable que Blood lui-même. Le plus qu'ils réussirent à faire là-bas fut de permettre à Auguste et Mary de placer un sceau pour piéger le grand roi démon. Cependant, l'entité suprême des morts vivants, appelée Stagna, décida d'intervenir juste à ce moment-là. Elle a donc proposé d'éliminer tous les autres démons du continent si ces trois-là acceptaient de devenir ses vassaux. Et tous les trois, voulant simplement mettre fin à l'empire du grand roi démon, ont simplement accepté ces conditions. C'est après cela que Blood est devenu un squelette et Augustus un fantôme. Tandis que Mary, de son côté, est devenue momie.
Mais la déesse Stagna tint sa promesse. Et de cette façon, elle a éradiqué tous les démons du continent. C'est du moins ce qu'il pensait. Cependant, les démons ont fini par revenir sous la forme de démons morts-vivants. Blood explique ensuite qu'Auguste, lui-même et Marie sont les 3 démons les plus gradés qui gardent le sceau du grand roi démon depuis plus de 200 ans. Cependant, les démons morts-vivants désirent le retour de leur seigneur. Et un jour, une bande de démons apparut à la porte de leur temple, portant un bébé humain pour tenter de le sacrifier afin de briser le sceau du grand roi démon. Et ces démons auraient accompli leur objectif si ce n'était pas pour Blood, qui est apparu pour les vaincre. Après cela, Auguste a voulu laisser le bébé seul dans la forêt. Mais Marie et Blood décidèrent qu'ils voulaient garder l'enfant pour l'élever. À ce moment-là, Marie se lève et fait un câlin à Will. Et Blood lui dit qu'il était le meilleur élève que l'on puisse avoir. Will a l'air un peu confus après toute cette histoire. Pour une raison quelconque, d'après le ton de la conversation, Will pense que cela ressemble à un au revoir. Et soudain, des nuages sombres commencent à apparaître autour d'eux. Et puis la silhouette géante et sombre de l'entité stagnante apparaît dans le ciel. Et l'entité exige alors que Marie et Blood lui remettent leurs âmes. Parce qu'ils ne remplissent plus leur devoir. À ce stade, Will ne peut rien faire d'autre que se sentir impuissant et tomber au sol. Tout semblait perdu, jusqu'à ce qu'Auguste arrive en grande pompe avant que Dieu ne puisse faire quoi que ce soit. Il ordonne ensuite à Will de prendre Marie et Blood et de partir. Il dit qu'il s'occupera lui-même de la stagnation. À ce moment-là, il prend véritablement conscience de l'étendue du pouvoir d'Auguste. Parce qu'il voit Auguste lier l'entité avec un sort et l'attaquer plusieurs fois. L'entité suprême des morts-vivants semblait incapable de vaincre Auguste. Et bientôt Auguste parvient à faire reculer l'entité dans son royaume. Puis Augustus se dirige vers Will et dit au garçon que tout va bien maintenant. Cependant, avant que Will ne puisse dire quoi que ce soit, la silhouette d'Augustus émet soudainement un bruit terrible et finit par être coupée en deux. À ce stade, même Blood et Marie finissent par être renversés. Et bientôt Will est horrifié de voir la silhouette sombre de Stagnant émerger juste derrière eux. Juste sous les yeux de Will, Stagnant commence à se moquer d'Augustus pour avoir pensé qu'il pourrait le vaincre. Et puis il jette Augustus alors qu'il marche vers Will. Stagnant dit à Will que les 3 morts-vivants qui étaient là étaient ses soldats. Et il révèle qu'il avait un accord avec les 3 et que dès qu'ils cesseraient de protéger le sceau du grand roi démon, ils consommeraient alors leurs âmes pour toujours. Et il révèle que parce que Marie et Blood aimaient tellement Will, ils ont fini par être négligents dans leur mission. Et à cause de cela, il avait le droit de prendre leurs âmes. Mais Stagnant remarque également que la situation d'Auguste est un peu différente. Car le fantôme reste catégorique quant à sa responsabilité de garder le sceau. Après avoir entendu tout cela, Will commence à se sentir coupable et tombe à genoux. Stagnant donne alors à Will l'opportunité de rejoindre son armée de morts-vivants afin qu'il puisse vivre heureux avec sa famille. Et l'entité dit alors que Will a jusqu'au lendemain pour décider s'il le rejoint ou non. Et après cela, la stagnation disparaît tout simplement. Après tout cela, Will est tout simplement fini. Il porte ses 3 maîtres dans le temple. Et maintenant, il commence enfin à comprendre que depuis le début, Augustus essayait de faire tout ce qu'il pouvait pour garder ses amis attachés à leur devoir. Car s'il le faisait, leurs âmes ne seraient pas prises. Mais à cause de leur amour pour Will, ils n'avaient pas pu le faire. Le protagoniste se sent alors coupable de vivre de manière si égoïste. Il avait l'impression qu'il avait seulement déçu ses anciens parents dans sa vie passée et maintenant il semblait qu'il faisait la même chose. Il semblait qu'au final, Will était toujours la raison de toute la misère des gens qu'il aimait. Dévasté par la situation, Will s'endort alors en pleurant. Lorsque le lendemain matin arrive, les 3 démons parlent à Will et tentent de le calmer. Ils ne veulent pas qu'il se sente coupable de quoi que ce soit. À ce moment-là, Will décide de leur dire également toute la vérité. Il dit qu'il s'est réincarné après avoir perdu la vie dans un autre monde. Et il dit aussi qu'il s'est toujours senti comme un déchet inutile. Cependant, Marie n'est pas contente d'entendre Will parler de lui-même de cette façon et elle le gifle alors pour le ramener à la réalité. Cela fonctionne et Will se lève alors et dit qu'il fera tout pour les protéger. Il se rend ensuite au temple et prie les dieux puis repart déterminé à vaincre Stagna. Et lorsque Will rencontre Stagna pour lui donner la réponse, Will dit à l'entité qu'il ne fera aucun accord avec elle. Et avec confiance, il dit qu'il éliminera l'entité à tout prix. En entendant cela, Stagna se contente de rire au visage de Will. Et puis la divinité utilise sa magie pour créer une meute de démons morts-vivants pour attaquer Will. Bientôt,
les démons commencent à encercler Will, mais il parvient à en détruire plusieurs à l'aide de sa lance. Ensuite, il utilise des sorts magiques pour piéger d'autres démons. Il utilise ensuite sa magie d'accélération pour attaquer les démons alors qu'ils s'approchent de lui. Même s'il refuse de l'admettre, les compétences de Will impressionnent même Stagna. Mais il reste encore beaucoup de démons que Will doit affronter. Il finit par se blesser en les combattant. Et à la surprise de Will, Stagna empêche rapidement les démons de l'achever. L'entité arrête à nouveau son attaque, disant à Will qu'elle aimerait l'avoir dans son armée. Parce que ses compétences étaient vraiment impressionnantes. Et il renforce l'idée que si Will acceptait cela, il pourrait alors vivre heureux pour toujours avec sa famille. Cette fois, Will commence à se demander s'il doit accepter ou non cette proposition. Et puis Stagna verse son sang dans un calice et l'offre à Will. Et à la surprise générale, à ce moment-là, Will commence à marcher vers le dieu maléfique. Alors qu'il s'approche, ses yeux sont fixés sur le calice. Jusqu'à ce que soudain, il sorte son épée démoniaque et l'utilise pour couper l'un des bras de Stagna. À ce moment-là, des épines magiques commencent à émerger de la lame et Will coupe à nouveau le dieu. Et à mesure qu'il continue à offrir, ses blessures commencent à guérir. Cependant, avant que Will ne puisse porter le coup final, ses jambes sont soudainement liées ensemble par un serpent. Le serpent mord alors Will qui finit par tomber inconscient au sol. Après cela, Will se réveille dans un royaume céleste très calme et serein. D'une certaine manière, il trouve cet endroit assez familier. Et ainsi, Will est surpris par une belle femme qui marche vers lui. Et cette femme est tout simplement la déesse de la lumière et de la renaissance. La déesse demande alors à Will pourquoi il n'a pas accepté l'invitation de Stagna à le rejoindre. Et Will répond que dans sa vie antérieure, il avait déjà fait de nombreux mauvais choix. Et il ne voulait pas continuer à faire des erreurs pour toujours. Maintenant, tout ce qu'il voulait, c'était avoir une vie juste avec les gens qu'il aimait. Le nom de cette déesse est Graceful et elle est impressionnée par la réponse de Will. À cause de cela, elle accorde alors sa grâce à Will. À ce moment-là, elle dit à Will de se réveiller et de faire le serment de marcher à ses côtés pour toujours. Puis Will se réveille et il est à nouveau sur le champ de bataille. Rapidement, il retire le serpent de lui et à ce moment-là, il tombe à genoux dans une petite prière, faisant le serment à la déesse Graceful. Stagna commence à rire au visage de Will quand il le voit faire ça. Cependant, le corps de Will commence alors à être enflammé par des flammes bleues. En réalisant cela, Stagna commence à désespérer, car il sait que cela ne peut qu'indiquer que Will a reçu la bénédiction de la déesse Graceful. Et ainsi, dans une scène épique, Will prend son épée et déclare qu'il donnera toute sa vie pour la déesse qui a cru en lui. Il promet de bannir tout mal et toute souffrance du monde. Stagna ordonne alors à ses forces d'achever le garçon. Cependant, Will coupe son épée et utilise ensuite une capacité appelée torche divine pour purifier tous ces morts vivants, leur permettant ainsi de reposer enfin en paix. Will attaque ensuite Stagna en utilisant un sort de hâte. Cependant, Stagna parvient à sauter rapidement et utilise ensuite un sort de poussière pour disparaître. Will, cependant, ne baisse pas sa garde et Graceful lui fait alors un signe. Grâce à cela, il se rend compte que Stagna n'était plus derrière lui. À ce moment-là, Will eut l'intuition que Stagna devait être allé au temple. Alors, il utilise un sort d'accélération et court vers le temple. Il espère arriver à temps pour utiliser la capacité qu'il a reçue de la déesse Graceful, afin que sa famille puisse retourner au cycle de la Renaissance. Lorsqu'il arrive à temps, il voit que Stagna était vraiment là. Augustus essayait de contenir l'entité tandis que Blood protégeait Mary. Will court pour essayer de les aider, cependant, Stagna est très proche d'eux. Will ne pense pas qu'il pourra la rejoindre à temps. Mais soudain, une lumière commence à émerger et cela fait reculer Stagna. À ce moment-là, nous voyons que Mathé, la déesse de la terre, est là pour tenter de protéger sa bien-aimée disciple, Mary. C'était tout ce dont Will avait besoin. Il en profite pour utiliser sa torche divine sur Mary et le sang. En voyant cela, Stagna essaie de jeter une malédiction sur Will. Cependant, Blood profite de ce moment pour l'attaquer par derrière. L'entité parvient à esquiver l'attaque de Blood, cependant, avant qu'elle ne puisse récupérer, Will se dirige à nouveau vers elle. Stagna tente même de contre-attaquer, cependant, Auguste réagit rapidement. Et donc, Will profite de cet écart pour frapper l'entité avec sa lame et la pousser contre le mur. Il commence alors à utiliser plusieurs de ses coups de lame démoniaque. Et à chaque attaque, il ressent la bénédiction de Graceful. Et avec ça,
il parvient à éliminer Stagna une fois pour toutes. Cependant, après cela, Will tombe immédiatement au sol d'épuisement. Sa famille court alors vers lui et commence à lui demander s'il va bien. À ce moment-là, Auguste le félicite et dit qu'il est devenu beaucoup plus fort. Tout le monde est heureux de la réussite de Will. Et Auguste suggère alors qu'il fasse une fête ce soir-là. Mary et Blood tentent de se lever pour partir, mais soudain, ils finissent par tomber au sol. Will trouve cela très étrange, alors il commence à se demander ce qui se passe. Mais la vérité est que Mary et Blood avaient déjà tout compris. Et ils expliquent alors à Will que puisque Stagna était désormais mort, d'une certaine manière, ils avaient rompu le contrat qu'ils avaient avec lui. Et à cause de cela, inévitablement, il mourrait. Will est outré lorsqu'il entend cela et, une fois de plus, il a l'impression d'avoir fait une erreur. Il entre dans un état de déni et commence à dire qu'il doit y avoir un moyen de gérer cela. Cependant, ses parents le rassurent en lui disant qu'ils pourront enfin entrer dans le cercle de la Renaissance désormais. Ils disent que c'est une bonne chose et que Will ne devrait pas se sentir triste à ce sujet. Cependant, Will ne peut pas le supporter et commence à pleurer. Il ne veut pas perdre à nouveau sa famille. Ses parents lui demandent alors de ne pas être aussi égoïste et d'accepter ce qui se passe. Et la seule chose qu'ils demandent à Will, c'est qu'il soit heureux dans son avenir. De cette façon, lentement, les esprits de Bloody Mary quittent leur corps. Et ainsi, pour la première fois, Will a une vision de ce à quoi ressemblaient ses parents lorsqu'ils étaient encore en vie. Pour trinquer à ce moment, Auguste revient sur place avec un verre. Et ainsi, tous les trois trinquent une dernière fois à l'âge adulte de Will avant que Bloody Mary ne parte pour de bon. Très ému, Will prie alors pour que sa déesse Gracie guide les âmes de ses parents à travers le cycle de la Renaissance. Et de cette façon, Will dit au revoir pour toujours aux démons qui l'ont créé. Le lendemain, il enterre leur corps au sommet d'une colline. Et il dit ensuite qu'il va bientôt se lancer dans un voyage. Cependant, il promet à ses parents qu'il reviendra toujours leur rendre visite. Augustus arrive ensuite derrière Will. Et puis le garçon lui demande pourquoi il est le seul encore en vie. Le fantôme répond alors que c'est parce qu'il n'a pas rompu son contrat. Il informe ensuite Will qu'il lui reste au moins 10 ans à vivre avant de partir. Et pendant ce temps, il a l'intention de garder le sceau du grand roi démon, au moins jusqu'à ce que Will devienne suffisamment fort pour faire quelque chose à ce sujet. Augustus remet ensuite un tas de trésors à Will. Et il dit au garçon de le dépenser comme il le souhaite. Après tout, le trésor ne valait rien pour un fantôme comme lui. Will est très reconnaissant pour l'argent, car il sait qu'il en aura besoin pour son voyage. Après cela, il retourne une dernière fois dans sa chambre. Là, il s'habille et se prépare à quitter le temple pour toujours. Puis lui et Auguste marchent ensemble jusqu'au bout de la route, où ils se disent au revoir. Cependant, avant que Will ne parte pour de bon, Augustus décide que Will doit avoir un nom de famille. Et donc, Augustus le nomme Will Mary Blood, un nom qu'il a créé en l'honneur de la famille morte vivante de Will. Will le remercie pour cela et se lance ensuite dans son voyage. Il commence à voyager à travers la forêt tout en vainquant divers démons, et alors qu'il s'aventure, il ne voit aucun indice sur les autres humains. Jusqu'au jour où, par hasard, il découvre une autre ville abandonnée. Là, il marche jusqu'à une rivière et prie ensuite Gracie d'emmener les âmes des gens qui errent là-bas vers le cercle de la vie. Le lendemain, il marche le long d'un ruisseau dans la jungle dans l'espoir de trouver des humains, quand soudain un sanglier géant apparaît des buissons pour tenter de l'attaquer. Mais Will est beaucoup plus rapide que l'animal et, d'un seul coup, il parvient à le renverser. Mais Will se rend alors compte qu'il a été touché par une flèche. Et cela ne pouvait que signifier qu'il y avait d'autres personnes autour. Quelques instants plus tard, l'homme qui avait tiré sur le sanglier apparaît enfin et commence à viser Will. Will remarque que l'archer semble être un elfe. Et il le salue ensuite en vieil elfique. Ce qui laisse l'archer assez surpris, car les humains ne parlent normalement pas cette langue. L'elfe baisse alors son arc et se présente à Will comme étant Meneldor. Et il dit à Will que le sanglier devrait être sa proie. Mais au final, cela ne le dérange pas de partager un peu de viande de sanglier avec Will. Les deux préparent ensuite le repas ensemble. Et puis Will commence à prier ses dieux. Après avoir mangé, les deux discutent un moment. Après avoir mangé, Will demande à l'elfe de lui donner quelques instructions. Et il parle ensuite à Will d'une ville qui existe en bas de la rivière. Alors qu'il s'aventurait sans direction précise, Will décida de demander à l'elfe s'il pouvait le suivre. Cependant, Meneldor répond que Will ne doit le suivre en aucune circonstance. Ensuite,
l'elfe utilise la magie pour invoquer un troupeau de fées. Ces fées lui éclairent le chemin et Meneldor disparaît alors dans la forêt. Lorsque la nuit tombe, alors que Will dort, la déesse Graciephile lui rend visite dans ses rêves et elle montre alors au garçon que Meneldor et son village sont sur le point d'être attaqués. À ce moment-là, Will se réveille complètement effrayé et se met à courir. Il tente de suivre les traces de Meneldor pour l'avertir que le danger approche. Le garçon arrive enfin dans un village, où il voit des humains marcher. Pendant une seconde, il est calme, avec l'impression que rien ne s'est encore produit. Jusqu'à ce qu'il sente soudain une attaque approcher. Will court alors vers les hommes pour passer devant et les protéger. Des flèches sont tirées, puis Will se rend compte que Meneldor n'est pas en danger. En fait, c'est lui qui représente le danger. L'elfe commence alors à lui tirer plus de flèches, mais Will parvient à les bloquer. Pendant que les deux se battent, les gardes en profitent pour alerter le reste du village de l'attaque. Cela finit par forcer Meneldor et sa bande à battre en retraite. Mais Will ne veut pas le laisser partir, alors il court vers Meneldor et le renverse d'un coup dans le ventre, en utilisant sa magie de toile, où il parvient également à capturer les autres hommes de main de l'elfe. Ensuite, le chef du village remercie personnellement Will d'avoir sauvé son village. Et le lendemain matin, Will découvre que le village de Meneldor a été détruit par une bande de démons. Et comme il n'avait plus rien, il n'avait d'autre choix que d'attaquer les villages voisins pour survivre. Meneldor plaide alors coupable de l'attaque et dit que tout a été planifié par lui. De cette façon, il demande que lui seul soit puni pour ce qui s'est passé. Et le chef du village ordonne alors que Meneldor soit exécuté. Mais Will intervient alors au milieu de la conversation et leur demande de ne pas faire ça. Il propose alors de compenser les crimes de Meneldor. Et pour cela, il lui remet une partie de l'argent qu'il avait reçu d'Auguste. Il le fait en prétendant que sa déesse lui dit de toujours être gentil. Et elle lui conseille de toujours donner à chacun une chance de se racheter. Face à cette proposition, le chef du village finit alors par accepter d'épargner Meneldor. Après cela, Will décide d'engager Meneldor pour l'emmener auprès des démons qui ont attaqué son village. Il a l'intention de les vaincre, car il croit que c'est son travail en tant que dévot de la déesse Graciephile. Meneldor pense que Will est un peu stupide de vouloir faire ça, mais il apprécie toujours son geste gentil. Les deux continuent ensuite leur voyage ensemble jusqu'à atteindre le village de Meneldor. Lorsqu'ils arrivent sur place, ils trouvent les démons en train d'accomplir une sorte de rituel sacrificiel macabre. Cependant, en voyant la scène, Will croit que les ennemis de Meneldor ne sont pas si grands. De cette façon, Will se faufile simplement dans le temple où se trouvent les démons. Et il commence alors à vaincre chacun d'eux un par un, tandis que Meneldor s'occupe des gardes à l'extérieur. Après cela, ils partent tous les deux à la recherche de survivants dans le village. Et il prie aussi pour ceux qui sont partis. Comme Will l'a toujours fait, il demande à Graciephile de les guider vers la prochaine vie. Maintenant, enfin, Will avait la faveur de Meneldor. Et l'elfe emmène ensuite Will chez sa grand-mère adoptive. Qui, par hasard, s'était transformée en un fantôme puissant et de haut rang. Will purifie ensuite l'âme de la grand-mère de Meneldor afin qu'elle puisse avoir un décès paisible. Et puis elle raconte à Will l'histoire d'une cachette où se cachaient des démons dans la forêt. Plus tard, grâce à Will, les villageois peuvent enfin retourner à leur vie et à leur maison. Même si beaucoup de choses dans le village sont complètement détruites. Alors à ce stade, Meneldor emmène Will dans un endroit où il parle de son passé. Il dit à Will que sa mère aimait les humains et qu'il était même un elfe de sang mêlé. Meneldor révèle qu'il a fui son village dans le passé à cause des brimades qu'il a subies après le départ de sa mère. Il dit que c'est après cela qu'il est devenu un aventurier et qu'il a eu un coéquipier. Cependant, il a été trahi par lui. Jusqu'à ce qu'il finisse par arriver dans ce village. Et là, après avoir rencontré sa grand-mère, il a commencé à changer et à suivre le bon chemin. Cependant, alors qu'il était un elfe qui mettait beaucoup de temps à vieillir, sa grand-mère, en revanche, vieillissait. Et il avoue qu'après l'avoir perdue, il finissait souvent par se sentir seul. Après avoir prononcé ces mots, Meneldor change soudainement de posture. Et il demande ensuite à Will de le bénir en tant que prêtre Graciephile. Eh bien, après avoir vu tout le bien que Will faisait, il veut maintenant devenir un dévot de la déesse. Will est surpris par cela, mais il décide alors de bénir Meneldor. Ils retournent ensuite ensemble à une fête que les villageois avaient préparée exclusivement pour eux. Le lendemain, ils commencent à restaurer le village. Et pour ce faire, certains habitants doivent se rendre dans la ville voisine de Whitesell pour s'approvisionner.
Will s'intéresse à cette ville et cela laisse Meneldor tout simplement choqué. Il ne pouvait pas croire que Will n'avait pas encore vu la ville de Whitesell. Après tout, c'était la plus grande ville de la zone sud du royaume fertile. Sachant cela, Will est encore plus impatient de découvrir la ville. Mais avant de s'y rendre, il prévoit d'explorer les ruines du lieu pour voir s'il peut récolter des fonds pour aider à restaurer le village. Quelque temps plus tard, lorsque Will et Meneldor reviennent d'une mission réussie, ils voient deux personnes poursuivies par un gorille. Will décide de les protéger et commence à intimider le gorille. Suite à un enseignement qu'il avait appris de Blood sur la façon d'affronter les bêtes. Et donc, juste après avoir affronté Will, soudainement le gorille s'enfuit. Cela laisse la fille que Will vient de sauver vraiment impressionnée. Elle se présente alors à lui et dit que son nom est Robina. Et elle est accompagnée d'un homme nommé Antonio, qui est un marchand ambulant. Meneldor et Will se présentent également à eux. Et ainsi ils découvrent que le couple voyageait vers Whitesell. Cependant, les gardes qui étaient censés les protéger pendant le voyage ont eu peur et se sont enfuis lorsqu'ils ont vu le gorille. En entendant cela, Will voit une opportunité de faire des affaires avec eux. Il conclut ensuite un accord pour les accompagner en tant que garde à Whitesell. Et en échange, il les aiderait à obtenir des réductions sur les articles dont ils avaient besoin. Robina et Antonio acceptent alors cet accord et commencent ainsi leur voyage ensemble. En chemin, ils traversent plusieurs villages et Robina enchante tout le monde avec sa voix incroyable. Antonio, quant à lui, profite toujours de l'occasion pour ouvrir un magasin et faire des affaires partout où il va. Pour faire de la publicité, il demande même à Will de guérir certaines personnes, car de cette façon, il répandrait le nom de sa déesse et attirerait également des clients dans son magasin. Une nuit, alors que les quatre se reposent dans un hangar vide, soudain, Robina commence à chanter une chanson sur 3 héros légendaires. Et il se trouve que ces 3 héros légendaires étaient Blood, Mary et Augustus. Will est vraiment excité quand il entend cela et il découvre alors que la chanson parle d'années avant qu'ils ne deviennent des héros célèbres. La chanson parlait du moment où le trio avait sauvé une fille demi-elfe qui avait été choisie comme sacrifice pour un dragon qui attaquait son village. Pour sauver sa bien-aimée, le petit ami de la demi-elfe a offert tout l'argent qu'il avait pour convaincre le trio d'affronter le dragon. Et heureusement pour elle, ils ont accepté sa mission. Et non seulement ils ont vaincu le dragon, mais ils ont également donné au jeune couple un poignard et de l'argent pour qu'ils puissent recommencer leur vie. Ainsi, la chanson se termine, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Robina dit alors à Will qu'aujourd'hui la famille du comte Daguerre compte parmi ses membres une vieille dame demi-elfe qui attend toujours le retour de ses héros pour pouvoir rembourser le prêt qu'ils lui ont accordé. Will est tellement ému par cette histoire qu'il finit même par pleurer. Et il dit qu'il espère rencontrer un jour ce vieil elfe pour lui en dire plus sur sa famille. Le lendemain matin, ils prennent donc leur petit déjeuner et enfin ils partent pour la ville de Whitesell. À leur arrivée, Will est impressionné par la taille de la ville. Antonio explique ensuite à Will que la ville était dirigée par le prince héritier nommé Ethel. Ensuite, ils prennent un repas et vont dans une taverne, puis ils se dirigent vers le grand temple pour que Will puisse rendre hommage à sa déesse. Une fois sur place, Will entre seul dans le temple et commence à admirer la beauté du lieu. Il parle ensuite au père Junior et l'informe de son intention de rendre hommage à Gracefield. Et le prêtre lui répond que puisque Gracefield est désormais considérée comme une divinité mineure, le temple est alors obligé de procéder à une vérification pour voir si des serviteurs de dieux maléfiques se faufilent pour les prier. Car il arrivait souvent que ces serviteurs se déguisent en prêtres d'une autre déesse juste pour s'infiltrer dans le temple. Il demande ensuite à Will d'être patient et d'attendre sa vérification. Quelque temps plus tard, un évêque nommé Bart apparaît là-bas. Et après avoir parlé à Will, il est impressionné par les leçons que le garçon a apprises de sa déesse. Et de cette façon, il permet à Will de rendre hommage à Gracefield sans avoir besoin de vérification. Will se rend alors à la chapelle et lui rend hommage. Et après cela, il retourne à la maison d'hôte de l'église. Où, à sa grande surprise, il voit ses amis se plaindre de Bart. Ils accusent Bart d'être un évêque qui accepte des pots de vin. Mais au milieu de leur conversation, soudain, l'alarme de la ville se met à sonner. Will regarde alors dehors et découvre qu'un dragon attaque la ville. À ce stade, l'église est déjà pleine de blessés et tout le monde est nerveux. Will ne peut pas rester les bras croisés et court donc sur le toit pour essayer d'aider tout le monde. Et lorsqu'il arrive sur place, il se rend compte qu'une bonne partie de la ville est déjà en feu. Il remarque que certains soldats tentent de combattre le dragon à l'aide de catapultes géantes. Cependant, le dragon est trop rapide et trop fort pour eux. Il parvient à détruire leur poste sans trop de difficultés.
En voyant la ville en flammes, Will sent que le travail acharné de ses parents pour apporter la paix à cet endroit est complètement détruit par le dragon. Cela met Will très en colère et il commence alors à attaquer la créature avec la foudre. Il rate la première attaque, mais une fois de plus, il tente de l'attaquer désespérément. Jusque-là, Meneldor apparaît et dit à Will de se calmer et d'élaborer un plan avant de se lancer à l'attaque comme un fou. Will se calme alors et demande à Meneldor de canaliser sa magie féerique afin qu'il puisse le soutenir avec un sort de vent à longue portée. Et de cette façon, il combine le sort avec sa toile qui était désormais chargée de la foudre. De cette façon, avec leurs attaques combinées, ils parviennent à frapper le dragon et parviennent également à le piéger dans la toile. Cependant, quelques instants plus tard, sans trop de difficultés, le dragon parvient à se libérer de la toile de Will et il semble maintenant être encore plus agressif qu'avant. Il commence alors à viser son attaque directement sur Will et avec cela, le dragon était sur le point de détruire toute l'église. Cependant, heureusement, Will a réfléchi rapidement et a utilisé la capacité qu'il avait reçue de sa déesse et de cette façon, il a créé une grande barrière autour de tout le temple pour le protéger. Heureusement, la barrière de Will s'avère très utile et parvient à protéger le temple du feu du dragon. Cependant, elle ne peut pas supporter que le monstre l'attaque directement avec ses griffes. Meneldor utilise alors à nouveau sa magie du vent pour jeter le dragon au sol. Et cette fois, Will essaie de le lier avec des chaînes magiques. Cependant, le dragon déchire simplement ses chaînes. Will décide alors d'opter pour le combat brut et s'en prend au dragon. Il frappe même la créature avec sa lame, mais le dragon n'est toujours pas vaincu. La seule chose qui se passe, c'est que le dragon semble devenir plus en colère. Et une fois de plus, il se dirige maintenant vers le temple pour attaquer. N'ayant pas le temps d'élaborer un plan, Will saute simplement sur le cou du dragon et commence à essayer de l'étrangler. Et à la surprise générale, à ce moment-là, Will jette simplement le dragon au sol et utilise toute sa force pour lui briser le cou. De cette façon, il vainc finalement le monstre et quand il se relève, les gens à l'intérieur du temple le regardent très impressionné. Il commence bientôt à saluer Will, surnommé le tueur de dragons. Après cela, Will commence à aider à rénover la ville, en déplaçant quelques décombres. Jusqu'à ce que soudain, un prêtre s'approche de Will et lui dise qu'il est convoqué par le prince Ethel. Will et Meneldor rendent donc bientôt visite au prince, car il veut rencontrer le groupe qui a vaincu le dragon. Après avoir rencontré le groupe, le prince est impressionné d'apprendre que Will est un guerrier, un sorcier et aussi un prêtre. Le prince remercie alors Will et lui demande s'il aimerait quelque chose en échange de l'aide qu'il lui a offerte. Cependant, Will dit qu'il l'a fait uniquement parce qu'il estimait que c'était son devoir d'aider les gens. Cependant, après y avoir réfléchi un peu, Will demande au prince de lui accorder une armée pour qu'il puisse éliminer les démons. Mais le prince répond alors à Will qu'il ne peut pas diriger sa force militaire pour résoudre le problème ailleurs. Car, avec cela, votre propre ville pourrait finir par devenir vulnérable. Après avoir échoué à obtenir ce qu'il voulait du prince, Will se dirige ensuite vers une taverne pour essayer de trouver des chasseurs pour le rejoindre. Comme il n'a pas beaucoup d'argent, il espère que certains chasseurs décideront au moins de le rejoindre en raison de la renommée qu'il a acquise. Mais la vérité est qu'ils finissent par être très déçus par les faibles récompenses que Will offrait. Seul un aventurier qui semblait un peu vieux, nommé Restov, était intéressé par la proposition de Will. D'une certaine manière, il pensait que l'idée de Will semblait amusante, et il a donc décidé de rejoindre son groupe. Peu de temps après, Will est officiellement fait chevalier par le prince. Et, de cette façon, parce qu'il est aussi prêtre, il devient alors considéré comme un paladin. Et il prête alors serment d'être fidèle aux dieux et de sauver les faibles chaque fois qu'il le peut. Will quitte ensuite Whitesell avec son groupe. Et il reçoit également le soutien de Bart, qui a envoyé avec eux un groupe de prêtres, dont Anna, pour les soutenir. Au cours des prochains mois, Will et ses amis explorent la forêt. Avec cela, ils vainquent plusieurs démons et servent également de médiateurs dans les combats entre les villageois. Jusqu'au jour où Restov rapporte qu'un groupe d'éclaireurs n'est pas revenu. Cela inquiète Will et il décide de partir en mission pour les retrouver immédiatement. Pour cette mission, Will décide d'emmener avec lui le groupe de Meneldor et Restov. Cependant, alors qu'il cherche, il trouve bientôt les corps des éclaireurs inconscients. Et à côté d'eux, il y a une empreinte de démons gigantesques. Quelques instants plus tard, ils sont encerclés par des bêtes démoniaques. Bientôt, ils entrent également en formation. Ensuite, Will et Meneldor se renforcent avec leur pouvoir. La bataille commence bientôt. Mais alors que Will et ses amis tentent de tenir les démons à distance, soudain un monstre géant,
dont la mère a eu de nombreux pères et bébés, arrive sur la falaise juste derrière eux. Meneldor identifie alors ce monstre comme une chimère. Il essaie d'attaquer la créature avec sa magie terrestre, mais cela ne fonctionne pas et à la fin, il est attaqué par le monstre. La chimère lance alors un feu noir qui brûle Meneldor. Will commence à crier alors qu'il essaie de le sauver. Et pour cela, il utilise sa magie de foudre. Mais juste à ce moment-là, une bête serpent frappe Will et interrompt son sort. Ce qui finit par amener Will à se retrouver face à face avec sa propre magie. À ce moment-là, Will tombe à genoux puis, dans un accès de rage, il coupe le serpent qu'il a attaqué avec l'épée démoniaque. Il commence à se battre sans se soucier de sa défense et, alors qu'il bat les démons, l'épée utilise sa magie pour le guérir. Consumé par sa rage, il détruit pratiquement tous les monstres, jusqu'à ce que Restov l'emmène et lui demande de sauver Meneldor. Will court alors vers son ami et commence à pleurer en voyant son corps brûlé. Il utilise sa magie de guérison pour tenter de le sauver, mais ce faisant, il finit par perdre connaissance. Lorsqu'il se réveille, il est de retour au village et Restov lui dit alors que la chimère s'est enfuie et qu'ils en ont donc profité pour se retirer. Will reçoit alors la nouvelle que Meneldor est toujours en vie, cependant, il reste dans le coma. Et à ce moment-là, Restov interdit à Will de lui rendre visite jusqu'à ce qu'il aille mieux. Alors Will se repose alors qu'il commence à se demander où tout a mal tourné. Plus tard, il marche sous la pluie vers la chambre de Meneldor. Et, après beaucoup de réflexion, il est arrivé à la conclusion que, parce qu'il était très fort, il finissait par oublier la fragilité de ses compagnons et, par conséquent, il finissait par les mettre en danger. Lorsque Will arrive enfin dans la chambre de Meneldor, il réfléchit un peu plus et se rend compte qu'il aimerait avoir des amis comme ses parents, car ils étaient des guerriers aussi bons que lui. Will utilise sa magie pour soigner Meneldor et, en attendant, il décide qu'il ne veut plus dépendre de personne et qu'il sauvera tout et tout le monde par lui-même. Will quitte alors la pièce et quelques instants plus tard, Meneldor se réveille. Il se rend compte que son ami était là et il se rend donc dans la forêt pour retrouver Will. Et quand ils se rencontrent, Will lui dit qu'il vaincra les démons seul. Et qu'il n'avait besoin de l'aide de personne pour cela. Meneldor devient furieux en entendant cela, trouvant l'attitude de Will très égoïste, et il l'attaque donc. Cependant, il n'a même pas assez de force pour faire bouger Will. Will ne veut pas que son ami se batte en vain, alors il casse l'un des bras de Meneldor juste pour l'immobiliser. Mais alors Meneldor fait l'inimaginable. Il se lève et utilise sa magie de fée pour commencer à se jeter des pierres. Et à cause de cela, Will est alors obligé de les bloquer avec son corps afin de le sauver. À ce moment-là, Will se retrouve à genoux et Meneldor lui donne alors un coup de pied dans le ventre. Meneldor traite alors Will de lâche et dit qu'en tant qu'ami, il est de son devoir d'empêcher Will de faire quelque chose de stupide. Will est ému d'entendre cela et s'excuse auprès de Meneldor. L'ami l'aide alors à se relever et il promet à Will qu'il deviendra suffisamment fort pour ne pas être un fardeau pour lui. Après la guérison, les deux retournent au village et bientôt, ils commencent à préparer les choses pour affronter à nouveau la chimère. Cette fois, l'équipe de Will est entièrement préparée pour la bataille et tout le groupe se dirige ensemble vers la vallée pour combattre les bêtes. Lorsqu'ils les trouvent, ils les abattent avec des flèches de feu. Ils bloquent également ces attaques avec leurs boucliers et achèvent ensuite les créatures avec leurs lances. Et, après avoir vaincu toutes les bêtes sur leur passage, Will et Meneldor arrivent alors dans un monastère abandonné. Ils arrivent avant le reste du groupe et ils croient qu'il est sûr d'avancer. Mais alors qu'ils marchent, Will ressent soudain quelque chose d'étrange. Il décide alors d'utiliser sa magie pour révéler ce qui se passe. Et de cette façon, il découvre que la chimère se cachait, devenant invisible juste devant eux. Bientôt, Will découvre que la chimère est en fait un monstre intelligent formé par des rituels démoniaques. Et il découvre également que le but de celui qui a créé les chimères était de garder le sud dévasté afin que les humains ne puissent pas s'y déplacer. Will en déduisit alors qu'il devait s'agir d'un plan des démons, car de cette façon, il revendiquerait la cité des morts. Et avec cela, il pourrait alors libérer leur grand roi démon. Mais la vérité est que Will n'a pas eu beaucoup de temps pour réfléchir, car bientôt, la chimère a lancé une attaque surprise contre lui. Heureusement, Will esquive l'attaque et parvient à frapper la chimère à la tête. Will et Meneldor attaquent alors la chimère des deux côtés, ce qui lui fait perdre la coordination entre ses multiples têtes. Et, après quelques difficultés et attaques coordonnées, les deux parviennent finalement à vaincre la chimère. Ils prévoient ensuite de continuer à marcher pour combattre le monstre boss. Cependant, lorsqu'ils entrent dans le monastère, ils découvrent que Restov a déjà fait cela pour eux. Après cela,
il retourne au village et Menedor informe Will que d'autres personnes arriveront bientôt. Après tout, le danger des bêtes était désormais résolu. Et il dit à Will qu'il devrait devenir le nouveau seigneur de cette terre. Will est confus lorsqu'il entend cela, cependant, Menedor le traite d'idiot. Il dit que Will avait tout pour devenir un bon gentleman et être reconnu de tous. Après tout, il bénéficiait de la protection divine et du soutien du prince et de l'église. En ajoutant à cela le respect qu'il avait gagné auprès du peuple, il deviendrait évidemment un grand seigneur. Le problème est que Will ne s'attendait pas à cette responsabilité. Et il finit par paniquer quand il s'en rend compte. Mais à la fin, il décide que s'il veut aider ses amis, il fera tout ce qu'il faut. À ce moment-là, il rêve de faire revivre la cité des morts et de pouvoir enfin visiter à nouveau les tombes de ses parents. Après cela, Will devient réellement le seigneur des régions de Beastwood. Et après 2 ans là-bas, il a réussi à développer beaucoup de choses dans le domaine. Will avait alors 17 ans et un beau jour, il reçut la visite de Menedor. Et Will dit alors à son ami qu'il croit que le journal sera quelque chose qui apportera beaucoup de profit à ses terres. Quoi qu'il en soit, après cela, un peu plus de temps passe et maintenant la saison hivernale est sur le point d'arriver. Robina demande ensuite à Will de l'emmener à l'Académie des sorciers, car elle a toujours voulu visiter cet endroit. Ce ne serait pas un problème si l'Académie n'était pas située sur des terres interdites, et si les personnes non magiques n'y étaient pas autorisées. Cependant, Will ne peut pas dire non à Robina, alors il accepte de l'emmener là-bas. Ainsi, lorsque les deux pénètrent dans la forêt entourant l'Académie de magie, Will se rend compte que l'endroit est plein de protections et de pièges magiques. À cause de cela, il abandonne l'idée d'essayer de se faufiler. Mais comme il ne veut pas décevoir Robina, il suggère alors d'aller à la porte d'entrée et de simplement demander la permission. Le problème est que même cela ne s'avère pas facile, car il y a de la magie dans la forêt pour dérouter n'importe quel étranger. Ainsi, les gens qui s'y perdent finissent par tourner en rond pour toujours. Cependant, étant un expert en magie, Will comprend l'astuce et il utilise alors un sort pour révéler le véritable chemin vers l'entrée. En avançant, il rencontre un vieil homme échevelé assis près d'un feu de camp. Il s'approche alors et se présente au vieil homme, qui leur dit qu'il n'est que l'humble gardien de l'Académie. Mais il reste très sympathique et invite les deux à se reposer un peu. Il explique ensuite que seuls les magiciens peuvent entrer à l'Académie. Et pendant qu'ils sont là ensemble, le vieil homme demande à Will de lui montrer un peu de magie. Mais Will répond qu'il ne peut pas faire ça, car selon les enseignements de son maître, il ne pouvait pas utiliser la magie juste pour se montrer. Déçu par cette réponse, le vieil homme essaie de faire utiliser la magie à Will en lui demandant de sécher du bois de chauffage, car le bois de chauffage avait été mouillé par la neige. Le protagoniste accepte même la tâche, mais la vérité est qu'il n'a même pas besoin de magie pour le faire. Après cela, le vieil homme demande pourquoi il pensait que la magie existait. Et puis, Robina a répondu au gardien en disant qu'elle croyait que la magie existait pour faciliter la vie des gens. Et qu'elle avait toujours vu Will utiliser la magie uniquement pour aider les autres. La réponse de Robina impressionne le vieil homme, et il décide donc que tous les deux méritent de voir l'Académie de magie. Et après cela, une lumière vive commence à briller derrière le vieil homme, et il est bientôt révélé qu'ils étaient déjà à la porte de l'Académie tout le temps. Maintenant, le vieil homme d'avant apparaît bien soigné, et il révèle ensuite qu'en fait, il était un professeur à l'Académie et pas n'importe quel concierge. Après cela, le professeur emmène les deux faire une visite de l'Académie. Et en chemin, il passe par la bibliothèque, qui était la partie que Robina voulait le plus voir. Elle montre sa gratitude au professeur, et il leur donne ensuite la permission de lire tout ce qu'ils veulent à cet étage. Robina a un livre particulier qu'elle veut trouver. Et elle ramasse, oui, 2 livres si lourds qu'elle ne peut même pas les porter. Will lui apporte les livres et, en lisant les titres, il découvre que l'un d'eux concerne les diplômés de l'Académie. Alors que l'autre livre était un livre de documents historiques sur cette région. Pour une raison quelconque, Robina reste à étudier ces livres jusqu'à la tombée de la nuit. Et après ça, elle part de là avec Will. Il remercie le professeur de leur avoir permis de visiter l'Académie, et après cela, ils partent. Sur le chemin du retour, alors qu'ils marchent, Will demande à Robina pourquoi elle lisait ces livres. Et Robina répond alors qu'elle avait autrefois voyagé avec un beau et gentil sorcier, avec qui elle avait vécu plusieurs de ses moments les plus heureux. Cependant, elle dit qu'à un certain moment, ils ont dû se séparer parce que leur destin était différent. Quelque temps plus tard, Robina apprit que son amie était morte alors qu'elle protégeait héroïquement une ville des démons. Mais malheureusement, aucune histoire de cet incident n'a survécu.
Robina a donc voulu en savoir plus sur les actions héroïques de son amie afin de pouvoir écrire une chanson pour elle afin qu'elle ne soit jamais oubliée. Un certain temps passe, et Will reçoit alors un message du prince, qui demande à Will d'aller dans la forêt avec Maneldor afin qu'il puisse enquêter sur ce qui se passe dans la forêt. Parce que certains animaux meurent mystérieusement, et de plus, certaines fleurs qui ne devraient fleurir qu'en hiver fleurissent en été. Parce que Maneldor était un demi-elfe, il comprenait beaucoup de choses liées à la forêt. Et il expliqua ensuite à Will que 2 grands arbres régnaient sur la forêt de cette région. Il appela le premier arbre le Seigneur du Chêne et dit qu'il régnait sur les hivers, tandis que l'autre arbre, appelé le Seigneur du Houx, régnait sur les étés. Et ces arbres frères échangeaient leurs autorités à chaque solstice. Cependant, pour une raison quelconque, cette année-là, il semblait que l'autorité n'avait pas encore changé. À cause de cela, Will et Maneldor se rendent ensuite auprès du Seigneur du Chêne. Et quand ils arrivent là-bas, ils trouvent un vieil arbre qui a un visage. Maneldor demande alors à l'arbre pourquoi il n'a pas accordé son autorité à son frère jumeau, le Seigneur du Houx. Et le chêne répond que le Houx sacré ne répondait pas à son appel. Apparemment, il refusait d'accepter l'autorité. Maneldor devient sérieux lorsqu'il entend cela, car il sait que si les dirigeants ne sont pas alignés, la forêt pourrait être en réel danger. Alors, pour la sauver, il propose de devenir le messager de la forêt, et il demande à Wag de le laisser transférer l'autorité à Oli manuellement. Cependant, le chêne l'avertit qu'il ne pourra pas y faire face, et que dans ce cas, son âme serait détruite en un mois. Cependant, Maneldor lui assure qu'il s'occupera des choses jusque-là avec Will. Maneldor parle ensuite à l'arbre de son lien avec cette forêt et dit qu'il ne veut pas qu'il périsse à cause du manque d'échange d'autorité. À ce stade, Will reste en arrière, car il n'est pas autorisé à intervenir dans les affaires forestières. C'est pourquoi il attend patiemment que son ami revienne du procès pendant qu'il médite. Maneldor ne revient qu'après quelques jours. Il a l'air un peu épuisé, puis il montre à Will la marque d'autorité qu'il a reçue et qui est gravée au dos de sa main. Puis tous deux se dirigent ensemble vers le Houx sacré. Et sur le chemin, ils finissent par rencontrer 2 démons, qu'ils parviennent même à vaincre facilement chacun. Cependant, la vérité est que ces démons n'étaient que les gardiens de leur patron qui étaient plus avancés. Et ainsi, lorsqu'ils traversent une porte de pierre géante, ils rencontrent un arbre gigantesque entouré d'une brume effrayante. Maneldor est surpris de voir cela et dit que l'arbre est Monsieur Oli. Et alors que Will et Maneldor s'approchent de l'arbre, ils trouvent alors un général démon qui les attend là-bas. Le démon est prêt à se battre et il dit qu'il a hâte de gagner la récompense pour avoir vaincu un paladin. Il a quelques bêtes à ses côtés, mais avant que le démon ne puisse faire quoi que ce soit, Maneldor a rendu l'autorité de la forêt à leur Oli. Et avec cela, l'arbre a réussi à utiliser ses racines pour attacher toutes les bêtes et les traîner au sol. En voyant cela, le démon devient furieux que son plan ait été complètement détruit. Cependant, à ce moment-là, il a plus de choses à faire. Bientôt, Will se prépare à commencer à l'attaquer. Le démon tente de réciter un sort pour se défendre, mais Will parvient à l'interrompre. De cette façon, la magie finit par rebondir et exploser au visage même du démon. Will en profite pour attaquer le démon avec sa lance. Cependant, le démon parvient à bloquer son attaque. Et donc, une fois de plus, Will recourt à la force brute. Et de cette façon, il parvient à en finir avec le démon. Puis l'arbre sacré remercie les garçons pour leur aide. Et elle utilise ensuite son pouvoir pour restaurer la forêt. Par la suite, l'arbre informe Maneldor que, comme il a assumé l'autorité sur la forêt pendant une courte période, son sang de fée finira par se réveiller. Et avec cela, un jour, il deviendrait le souverain de la forêt. Et il semble qu'à la fin, Maneldor deviendra un arbre barbu comme ça. Cette nouvelle ne rend pas Maneldor très enthousiaste, cependant, l'arbre lui dit que cela n'arrivera pas immédiatement. Et elle prévient également que, le moment venu, s'il ne veut pas assumer le rôle, il pourra alors refuser la proposition. L'arbre leur dit alors que dans les montagnes de Rouille situées à l'ouest, le feu de la soi-disant calamité noire est sur le point d'exploser. Et le potentiel destructeur de cette calamité était si grand qu'il avait suffisamment de puissance pour consumer la terre entière. L'arbre dit alors que ces montagnes sont comme un nid de démons. Et elle informe également Will qu'un roi démon vit là-bas. Elle prévient donc Will qu'il doit être prêt à l'affronter à l'avenir. Et après cela, elle termine son avertissement. Après avoir terminé la mission, Will et Maneldor se rendent auprès du prince Ethel, qui, une fois de plus, tente de convaincre Will de devenir l'un de ses soldats. Cependant, Will n'a aucun intérêt à le faire. Puis le père Bart entre dans la pièce,
puis Will les informe de la prophétie qu'il a reçue de l'arbre. Après avoir entendu cela, Bart mentionne que les montagnes de rouille avaient autrefois été la capitale du royaume des nains. Et qu'en fait, maintenant les nains n'y vivaient plus, car l'endroit avait été envahi par des démons. Le prince demande donc à Will d'aller dans les montagnes pour vérifier la situation. Et Will accepte ce travail très volontiers. Avec la mission reçue, ils partent ensuite à la rencontre de Robina. Et ils demandent à la fille de leur raconter des histoires sur les montagnes. Et bientôt, elle révèle que, 200 ans plus tôt, ces montagnes s'appelaient alors les montagnes de fer. Et ils étaient la capitale du puissant pays des nains de fer. Cependant, il fut effectivement envahi par l'armée démoniaque quelque temps plus tard. Et les nains qui sont restés là pour se battre, tous ont fini par être éliminés. À cause de cela, les montagnes ont fini par devenir rouges de sang. Et ils restèrent rouges alors que tout le fer dans le sang des nains rouillait. Pour autant que Robina le sache, peu de nains avaient réussi à échapper à ce destin tragique. Et c'était malheureusement tout ce que Robina savait de ces montagnes. Will décide alors de parler à des nains qu'il connaissait. Il lui faudrait cependant voyager quelques jours pour les retrouver. Lorsqu'ils arrivent en ville, ils rencontrent Antonio. Et ils demandent à leur ami des nouvelles des nains qui sont arrivés en ville il y a environ 1 an. Antonio leur indique alors où ils peuvent trouver le chef des nains locaux. Et à ce moment-là, Will se souvient qu'Augustus lui a appris certaines choses sur le monde des nains. Les nains étaient connus pour être des maîtres artisans. Et ils étaient aussi les guerriers les plus courageux. En y réfléchissant, Will était très excité de les rencontrer. Lorsque le lendemain matin arrive, il s'entraîne avec Menedor. Il se rend alors compte que quelqu'un les espionne. Et, curieusement, c'est un nain qui est là. Cependant, contrairement à ce que Will avait appris sur les nains, ce nain semblait assez lâche et il sembla courir quand il vit Will. Quelque temps plus tard, le même jour, Will décide de visiter la maison des nains. Et il se rend compte que tout le monde travaille dur là-bas. Comme Will était le seigneur de cette ville, dès que les nains le virent, ils commencèrent à lui rendre hommage. Will s'adresse ensuite au chef des nains, nommé Agnar. Et il parle aussi à son oncle, appelé Grandir. Ensemble, ils s'assoient pour prendre du thé. Et Will décide d'entamer une conversation, demandant pourquoi ils sont allés à Beastwood. Étonnamment, Grandir répond qu'ils étaient venus là uniquement pour mourir. Agnar réprimande alors son oncle et commence à parler à sa place. Il explique que son oncle est un peu méchant, car il est l'un des derniers survivants d'Iron Mountain. Et à cause de cela, il a passé une grande partie de sa vie dans une profonde dépression. Étonnamment, Grandir devient émotif rien qu'en entendant parler des montagnes de rouille. À ce moment-là, il révèle qu'il a toujours rêvé de reconquérir ces terres. Mais maintenant, il était trop vieux et ne pouvait plus rien faire. Maintenant, le nain est redevenu humble. Et il dit que la vérité est qu'ils sont simplement là pour assurer la paix à la jeune génération. Et donc il supplie Will de prendre soin d'eux quand ils partiront. Will assure qu'il prendra soin de tout le monde. Cela émeut alors Grandir et il commence alors à raconter à Will l'histoire des montagnes de fer. Il révèle qu'il y a 200 ans, les nains étaient gouvernés par un roi qui était un grand guerrier et un érudit. Et sous leur règne, ils atteignirent de nouveaux sommets de paix et de prospérité. Ce que personne n'imaginait, c'est que ce roi, à la fin, serait considéré comme le dernier roi du royaume de fer. Et cela s'est produit lorsque le grand roi démon est arrivé aux montagnes de fer avec ses démons. Lorsqu'ils arrivèrent là-bas, ils envoyèrent un messager au roi des nains pour lui demander de se joindre à eux. Cependant, le roi prit ce message comme une offense. Et à cause de cela, il fit décapiter le messager qui lui avait été envoyé. Le grand roi nain n'était pas disposé à collaborer avec les démons. Et à cause de cela, le grand roi des démons a averti que bientôt, un grand dragon maléfique détruirait tous les nains. Sachant cela, les nains commencèrent à se préparer à la guerre. Cependant, le roi n'a forcé aucun d'entre eux à rester et à se battre, car il savait qu'il y avait de fortes chances qu'ils finissent par mourir dans cette guerre. Cependant, malgré cela, plusieurs nains décidèrent de rester pour combattre aux côtés de leur roi. Ensemble, ils étaient déterminés à arrêter le roi démon. Ainsi, Grandir termine son histoire et, bientôt, il commence à pleurer de honte d'avoir quitté son roi. Il dit cependant qu'à l'époque, il était trop jeune pour partir à la guerre. C'est pour cela qu'il a été chargé de conduire les civils en toute sécurité vers un autre endroit. Mais malgré tout, beaucoup ont perdu la vie sur les montagnes dangereuses qu'ils ont traversées en chemin. Et à la fin, Grandir a fini par être consumé par la culpabilité d'avoir survécu après avoir perdu tant d'êtres chers.
Son histoire émeut également Will et ils partent ensuite de là. Lorsqu'ils reviennent de la maison du nain, ils découvrent qu'une bagarre a éclaté entre deux hommes ivres dans une taverne. Et le nain lâche qu'ils avaient vu plus tôt était au milieu de la bagarre, essayant de calmer les deux ivrognes. Et puis les deux fauteurs de troubles unissent leurs forces et commencent à attaquer le nain. Heureusement, Will arrive juste à temps pour les arrêter avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit. Et, juste après avoir regardé Will, les deux s'enfuient. Quelque temps plus tard, le nain qui avait été attaqué se réveille enfin et il devient très nerveux lorsque Will lui demande son nom. Cependant, il se présente à eux comme étant Rue. À la surprise du nain, Will loue sa résilience. Ensuite, le gérant de la taverne demande à Will de guérir son père, car c'est lui qui s'occupait de la taverne. Cependant, il était très malade. Will accepte de guérir son père et en échange, il obtient une nuit à la taverne offerte par la maison. À son retour, il découvre que Rue avait déjà réparé la porte qui avait été brisée par les émeutiers. Cela laisse tout le monde dans la taverne impressionné par l'habileté du nain. Mais il ne montre toujours aucune confiance en lui. Ensuite, Will et Rue partagent un repas. Et pendant qu'ils mangent, le nain avoue à Will qu'il a toujours été un grand fan de lui. Rue révèle également qu'il était le prince des nains et que, pour cette raison, il a toujours été élevé comme un enfant protégé. C'est pourquoi il se sentait la plupart du temps si inutile et peu sûr de lui. Mais Rue est fatigué de se sentir inutile. Il demande donc à Will de l'aider à devenir un guerrier courageux. Will y réfléchit puis les deux marchent ensemble jusqu'à la maison des nains. Et quand ils arrivent là-bas, Will se rend compte que tous les nains étaient très inquiets pour Rue. Réalisant que le nain avait vraiment besoin d'aide pour devenir un peu plus indépendant, Will dit alors qu'il prévoit de faire de Rue son assistant. Et, juste après avoir entendu cela, tous les nains commencent à paniquer. Car ils pensaient que cela signifierait que leur prince serait en danger. À ce moment-là, tous les nains commencent à faire pression sur Rue pour qu'elle refuse cette offre. Mais, à la surprise de tous les nains, Rue décide qu'elle veut devenir l'assistante de Will. Après tout, il est fatigué d'être protégé et ne veut plus vivre comme un lâche. Rue s'agenouille alors devant Will et fait vœu de loyauté envers son nouveau maître. Tous les nains sont impressionnés par cela et Rue discute déjà de son nouveau salaire avec Will. Et, à la surprise du nain, Will lui offre un salaire plus que décent. Ensuite, il commence à entraîner Rue. Et Will lui demande de commencer par faire quelques pompes. Il ne faut pas longtemps avant que le nain ne soit épuisé. Alors Will lui demande de faire une petite pause. Quelque temps plus tard, il rencontre Meneldor. Et Will présente ensuite Rue à Meneldor comme son nouvel assistant. À ce moment-là, Meneldor s'excuse auprès du nain de l'avoir effrayé plus tôt. Le lendemain, Will décide de s'entraîner à nouveau avec Rue. Et pour cet entraînement, ils choisissent de faire un duel. Rue commence alors à utiliser toute sa force pour essayer de repousser Will. Mais comme prévu, Will était beaucoup plus fort que Rue. Et de cette façon, il parvient à jeter le nain au sol sans aucune difficulté. Rue est impressionné par les mouvements de Will. Et il demande ensuite à Will de lui apprendre à faire la même chose. Ensuite, nous voyons que Will a reçu une lettre de l'évêque Bart, qui a dit que le dragon qui dort dans les montagnes de Rouille est un dragon légendaire appelé Valzirka. En le lisant, Will se souvient que le dragon était lié à la prophétie de l'arbre sacré. Et puis on comprend que selon la mythologie, les dragons les plus anciens étaient connus pour être les plus puissants. En termes de pouvoir, ils étaient surpassés seulement par les dieux. Et pourtant, ils parvenaient souvent à surpasser la puissance des avatars des dieux. À cause de cela, cette lettre a laissé Will vraiment inquiet. Mais il entend alors Meneldor et Rue s'entraîner dehors. Et il décide qu'il veut regarder leur entraînement. Les deux hommes se livraient à un simulacre de duel. Là où Rue hésitait à chaque fois qu'elle avait la chance d'attaquer Meneldor. Et l'elfe provoquait tout le temps le nain pour qu'il frappe plus fort. Et après quelques taquineries, le demi-elfe parvient enfin à mettre Rue en colère. Et avec cela, le nain utilise sa véritable force pour porter un bon coup à l'estomac de l'elfe. En voyant cela, Will est vraiment impressionné par ses apprentis. Et il reconnaît également que Meneldor a été un bon professeur pour Rue. Plus tard, Restov revient de sa mission et informe Will qu'il n'a rien rencontré d'inhabituel en chemin. Et c'est ainsi que Restov rencontre Rue pour la première fois. Et le guerrier apprend ensuite au nain à faire preuve de confiance, même lorsqu'il n'en a pas. L'entraînement de Rue continue après cela et le temps passe vite. Jusqu'à ce que l'automne arrive enfin. Et jusqu'à ce moment-là, il n'avait toujours aucun signe de la calamité qui allait survenir dans les montagnes de fer. Quelque temps plus tard,
Anna court vers Will et lui donne un rapport indiquant que des morts vivants ont été aperçus dans la forêt. Après avoir entendu cela, Will décide qu'il va vérifier la situation lui-même. Et pour cette mission, il décide d'emmener Rue avec lui. Maintenant, le nain est entièrement équipé et blindé. Ensemble, ils partirent alors vers l'ouest. Et lorsqu'ils atteignent leur objectif, ils se rendent vite compte qu'un brouillard commence à les entourer. Quelques instants plus tard, Will se rend compte que la brume était en fait une sorte de barrière magique. Quelque temps plus tard, ils atteignent la colline et là, ils trouvent des piliers en bois qui semblent assez effrayants. À ce moment-là, Rue voit une silhouette encapuchonnée et il se fige immédiatement de peur. Will, de son côté, s'approche de la silhouette et découvre qu'il ne s'agit que d'un épouvantail en bois. Comme il le fait toujours dans des endroits comme celui-ci, Will s'arrête un moment pour prier pour les morts. Mais de toute façon, après avoir vérifié l'endroit, ils n'ont trouvé aucun signe de mort vivant dans les environs. Ils décident donc qu'il vaut mieux rentrer chez eux. Cependant, alors qu'ils reviennent, ils trouvent une porte qui a un passage caché. Ils décident d'explorer les lieux et ils arrivent alors à un immense tunnel. Pendant qu'ils sont là, Will décide d'allumer sa lance et il tend à Rue une torche enflammée pour qu'ils puissent se guider. Les deux continuent ensemble à travers le donjon jusqu'à ce qu'ils atteignent une chambre plus profonde où se trouvent de nombreuses tombes. Et alors que Will essaie de voir ce qui se passe, soudain, Will et le nain sentent une aura sinistre émerger. Will remarque qu'il y a un corbeau près d'eux qui dégage une aura très sinistre. Et il reconnaît immédiatement cette aura et maintenant il sait à quoi il fait face. À la surprise de Rue, le corbeau salue alors Will et il se présente comme Stagna, le dieu de la mort. Et le corbeau demande alors à Will ce qu'il faisait là. Will est déjà prêt pour le combat, mais Stagna dit qu'il n'est pas intéressé à se battre à ce moment-là. En fait, il dit qu'il est juste là pour transmettre un message à Will. Et il révèle ensuite à Will qu'après avoir perdu son corps dans leur combat, il lui faudrait probablement de nombreuses années avant de pouvoir retourner dans le monde des mortels. Will est alors pris d'un viol mal de tête et il voit alors l'image d'un dragon noir se former dans son esprit. Will tombe soudainement à genoux et pour la première fois, il commence à trembler de peur. Et Stagna déclare alors à Will qu'il va bientôt combattre ce dragon et l'entité déclare alors que cette bataille sera la perte de Will. Cependant, Stagna dit que si Will accepte de devenir un lâche et de fuir le dragon, alors il pourra vivre, mais il ne pourra pas sauver le monde comme il le souhaiterait. Et puis le corbeau dit que si Will ne fait pas confiance à ses paroles, il peut alors confirmer auprès de la déesse Gracefield que tout ce qu'il a dit était vrai. Après avoir réussi à se calmer un peu, Will demande alors à Stagna pourquoi il lui révélait tout cela. Et l'entité répond alors qu'en fait elle a toujours aimé les humains, surtout les héros. Et à cause de cela, elle ne voulait pas de mort regrettable pour qui que ce soit. Et à ses yeux, même si Will l'avait vaincu, Will était en fait aussi un héros. Stagna continue ensuite à parler du dragon, et il révèle que la créature avait été utilisée par le grand roi démon lors de leur dernière bataille contre les nains. Et le dragon a réussi pratiquement à lui seul à éliminer tous les nains. Cependant, le dragon n'est pas non plus sorti indemne de cette bataille. Il a reçu de graves blessures qui l'ont contraint à un sommeil de 2 siècles jusqu'à sa guérison. Rul est tout simplement désespéré après avoir entendu cela, et Stagna lui rit alors au nez en réalisant cela. Mais il révèle ensuite à Rul que son ancêtre était un véritable héros. Et qu'il avait même réussi à arracher un œil au dragon maléfique. À ce stade, Will est surpris de réaliser à quel point Stagna est gentil avec eux. Puis, Stagna ajoute qu'avec le temps, il deviendra un plus grand héros que le dernier roi des nains. Et qu'à la fin il pourra vaincre le dragon. Cependant, le dieu dit que ce n'est pas ce qui va se passer maintenant. Mystérieusement, à ce moment-là, les deux sentent le sol commencer à trembler. Et puis Stagna révèle que cela signifiait que le dragon s'était réveillé. À ce stade, Will et son apprenti se retirent avant que le donjon ne s'effondre. Ils arrivent ensuite à la montagne, où ils se rendent compte que l'endroit a été infesté de démons. Ils combattent tous les deux des démons, mais comme Rul est encore un peu inexpérimenté, Will doit souvent sauver sa peau. Et quand ils parviennent enfin à vaincre tous les démons, ils entendent à nouveau le dragon rugir. Et juste le son du rugissement de la créature fait trembler les deux de peur. Maintenant Stagna est de retour là-bas, appuyé contre un pilier. Et il révèle ensuite que seul le rugissement du dragon était capable de rendre folles plusieurs créatures. Et il explique également que les démons qui avaient attaqué le faisaient précisément à cause du bruit du dragon. Puis une autre créature folle apparaît et tente de les attaquer. Will se rend compte, d'après le bruit, qu'il ne peut s'agir que d'un géant. À ce stade, Stagna demande à Will ce qu'il va faire contre le géant.
et Will répond qu'il soumettra le géant sans avoir à lui faire de mal. De cette façon, Will avance contre le géant de la forêt, bloquant son attaque. Et puis il le jette par-dessus son épaule pour l'assommer. Après cela, le paladin utilise sa magie pour soigner l'esprit du géant. Et puis le géant se lève et remercie Will de l'avoir aidé. Stagna regarde tout cela et est surpris de voir à quel point Will est devenu plus fort. Cependant, il dit que cela ne lui suffira toujours pas pour vaincre le dragon. Et il recommande ensuite à Will de fuir son destin et après avoir dit cela, il part. Ensuite, Will et Rue retournent en ville. Et quand ils arrivent sur place, ils se rendent compte que la ville est un véritable désastre. Le rugissement du dragon a soudainement poussé plusieurs monstres à attaquer la ville. De nombreuses destructions ont été causées et il faudra beaucoup de temps pour réparer les dégâts causés à la ville. À ce moment-là, la seule chose qu'ils pouvaient faire était de nettoyer les décombres de la ville qui restaient derrière eux. Et quand ils ont fini de faire cela, Will reçoit une lettre de l'évêque disant qu'il avait senti la présence de démons de haut rang près du dragon. Et l'évêque termine ensuite cette lettre en disant que la meilleure chose que Will puisse faire, selon lui, était de s'enfuir pour pouvoir survivre. Pour la première fois, nous commençons à voir Will vraiment nerveux à propos de la situation et il décide alors de prier sa déesse pour obtenir des conseils. Cependant, pour la première fois, il n'a reçu aucune réponse de sa déesse. Will devient encore plus effrayé après cela et soudainement Meneldor entre dans la pièce en disant qu'il y a des problèmes auxquels Will doit faire face. Les deux regardent ensuite par la fenêtre et remarquent les nains rassemblés à la porte de Will. Et ce que les nains veulent savoir, c'est si le paladin a l'intention d'affronter le dragon. Parce que s'il fait ça, ils veulent pouvoir le soutenir dans cette bataille. Cependant, comme la plupart des nains sont un peu vieux, Will dit qu'ils ne peuvent pas aider. Will ne voulait risquer la vie de personne. Cependant, Meneldor et Rue lui disent qu'ils le rejoindront quoi qu'il arrive. Et en plus d'eux, le nain Garu propose également d'être leur guide dans ce voyage à travers les montagnes. Puis Restov apparaît également pour les rejoindre. Il dit qu'il aimerait porter la gloire d'être l'un des tueurs de dragons. Will est heureux de cela, mais il sait toujours que lui et ses 5 guerriers qualifiés n'ont pratiquement aucune chance contre un dragon historique. La vérité c'est que cette fois, Will avait vraiment peur. Parce que c'était différent de quand il avait affronté l'autre dragon, Yakimra. Dans ces situations, Will se sentait toujours en contrôle, sachant qu'il était plus fort que les créatures. Cependant, maintenant, il ne se sentait vraiment pas prêt à affronter le dragon. Et c'est ce qui lui faisait peur. Mais à la fin, Will savait aussi qu'il n'avait pas d'autre choix que d'affronter le dragon. S'il ne le faisait pas, beaucoup de ses proches finiraient par être tués et il ne le voulait pas. Ainsi, quelque temps plus tard, Will et ses alliés se préparent à partir en mission de chasse au dragon. Lorsque la nuit tombe, Will reçoit la visite de sa déesse dans ses rêves. Il s'incline devant elle et elle lui dit qu'elle ne veut pas qu'il meure. Cependant, Will lui dit qu'il ne peut s'empêcher d'affronter le dragon. Après tout, son serment envers elle l'obligeait à vaincre tout être maléfique qui menaçait les mortels. Gracefield sait que c'est vrai et elle n'a donc pas d'autre choix que d'accepter le sort de Will. Elle donne ensuite une dernière bénédiction au paladin et lui dit qu'elle sera toujours à ses côtés. Le dialogue entre les deux se termine alors avec Will promettant à la déesse qu'il fera tout pour vaincre le dragon. Le lendemain, le groupe de Will se met enfin en route vers les montagnes pour affronter le monstre. Cependant, pour y arriver, ils devront traverser la soi-disant ville morte. C'est là que vivaient de nombreux morts-vivants et aussi là où le grand roi démon était scellé. L'idée de traverser la cité morte est très redoutée par de nombreux soldats de Will. Mais il leur avoue ensuite qu'il a grandi dans cette ville. Et il dit aussi qu'il avait déjà affronté Stagna dans le passé à cet endroit. Et donc, après avoir entendu cela, ses amis deviennent plus confiants quant à l'idée de traverser la cité morte. Le lendemain matin, alors que leur bateau s'approche de la ville, tout le monde est surpris de sentir un épais brouillard envahir les lieux. Mais bientôt Will révèle à son groupe que la brume était en fait un sort invoqué par Augustus pour empêcher les intrus d'entrer dans la ville. Et comme Will connaissait très bien cette magie, il parvient alors à leur faire trouver un chemin à travers la brume. Lorsqu'il débarque enfin, Will décide qu'il veut visiter les tombes de ses parents. Et il en profite aussi pour visiter le temple pour tenter de voir Auguste. Mais lorsqu'il arrive sur place, il ne trouve pas Auguste et décide donc de partir. Jusqu'à ce qu'il soit soudainement surpris par Auguste qui se cachait en fait de lui. Les retrouvailles des deux sont vraiment excitantes. Et Will en profite alors pour dire à Augustus qu'il est devenu un paladin. Et qu'il était désormais aussi le seigneur de ses propres terres. En entendant cela,
Auguste est très fier de son petit-fils. Cependant, le ton de la conversation change quand Augustus découvre que Will marche pour vaincre le dragon. Il pense que c'est une idée stupide parce que le dragon a pratiquement le pouvoir d'un dieu. Mais Auguste comprend également que Will doit remplir le serment qu'il a fait à sa déesse. Puis Augustus et Will parlent encore un peu. Jusqu'à ce qu'enfin Augustus rencontre les amis de Will. Comme Auguste était un héros légendaire, tout le monde là-bas est honoré de le rencontrer. Le protagoniste fait ensuite une brève visite dans son ancienne chambre. Et bientôt il est envahi par une grande nostalgie. Il décide alors de dire une prière aux anciens héros qui ont affronté le grand roi démon. Et une fois de plus, il demande la protection de Gracefield pour la bataille à venir. Ensuite, Will parle un peu plus avec son grand-père. Et puis il lui dit enfin au revoir. Augustus demande à son petit-fils d'être prudent, puis Will part affronter le dragon. Et à ce moment-là, tout ce qu'il voulait, c'était ne pas décevoir les gens qui croyaient en lui.